Alors, dans cette exposition Louis-Philippe à Fontainebleau, les visiteurs vont découvrir le château sous l'œil de Louis-Philippe. C'est à la fois un château restauré, transformé, enrichi par Louis-Philippe. Il fait restaurer tous les décors, il en fait créer d'autres. Et il va également découvrir un château habité, le château qui est le siège d'une vie de famille. C'est une famille nombreuse que celle de Louis-Philippe et qui vient régulièrement au château de Fontainebleau. Un véritable royal wedding, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui. C'est le mariage de l'héritier du trône, le prince Ferdinand Philippe, un fringant jeune prince romantique avec une douce princesse allemande, Hélène de Mecklembourg-Schwerin, et ils se marient à Fontainebleau le 30 mai 1837. Tout le château, absolument tout le château est un chantier permanent sous le règne de Louis-Philippe. Il fait restaurer la galerie François Ier, la salle de bal, la salle des gardes, il fait créer la salle des colonnes, il fait créer le vestibule Saint-Louis. Tous les décors sont repris, le château est également remeublé, on fait venir un grand nombre de peintures au château de Fontainebleau. C'est un château qui reprend véritablement vie et couleur sous le règne de Louis-Philippe, avec toujours le regard très important de l'histoire qui guide Louis-Philippe comme un fil conducteur dans ses travaux ici. Il ne faut pas oublier que beaucoup de ses ministres sont historiens et que Jules Michelet, un des créateurs de la notion même de Renaissance, est le professeur d'histoire de ses filles. Alors, il y a effectivement des espaces qui sont habituellement fermés au public que nous présentons. C'est le cas de l'appartement des Chasses. Alors, ce sont les appartements sur la cour des Princes qui étaient occupés par les princes de Joinville, le duc d'Aumale et le duc de Montpensier, donc les trois fringants fils de Louis-Philippe, sous la monarchie de Juillet. Et dans cet espace, nous présentons les divertissements virils et princiers tels que chasse, camp militaire et courses à Fontainebleau et ses alentours. Et puis un autre espace qui est rarement ouvert à la visite, c'est l'appartement qu'on appelle l'appartement de Mérimée, qui a été occupé par Prosper Mérimée, mais sous le Second Empire. C'est ce portrait de Louis-Philippe en habit dit bourgeois, peint par Winterhalter en 1839, qui ouvre l'exposition. Pourquoi habit bourgeois? On entend souvent ce dénominatif de roi bourgeois pour Louis-Philippe. Eh bien parce qu'il n'est pas du tout en uniforme ou en tenue de roi tel qu'on l'imagine dans les grands portraits régaliens, mais avec cette redingote à col en velours vert, cette chemise et ce gilet blanc, et on voit juste le cordon rouge de la Légion d'honneur qui fait une énorme touche de couleur sur ce costume. Et puis cette redingote, vous le voyez, elle est prête à exploser, elle est un petit peu trop serrée, et cette figure de Louis-Philippe peint 2/3 ainsi évoque presque le Monsieur Bertin d'Ingres. C'est vraiment le Monsieur Bertin de la monarchie, donc cette nouvelle bourgeoisie qui arrive au pouvoir en France à l'époque de Louis-Philippe. Mais ce soi-disant bourgeois, vous le voyez, il ressemble énormément au Louis XIV de Hyacinthe Rigaud. C'est ce même regard digne et pénétrant des Bourbons. Et Victor Hugo dira que si on ôte le roi, il reste l'homme pour Louis-Philippe, et l'homme est bon jusqu'à être admirable. Et effectivement, cette bienveillance, les tempes grisonnantes, l'impressionnant toupet de Louis-Philippe donne l'image d'un homme éminemment sympathique, et c'est cet homme-là que nous voulons présenter dans l'exposition, puisqu'il vient beaucoup à Fontainebleau pour y mener une vie de famille. Alors ce grand meuble que vous voyez là est un cerf-bijou, le cerf-bijou commémoratif du mariage de Ferdinand Philippe, le fils aîné de Louis-Philippe, l'héritier du trône, et de la princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin. En effet, il se marie à Fontainebleau à la fin du mois de mai 1837, et c'est la manufacture de Sèvres qui livre donc ce souvenir ce qu'on appelait les trois glorieuses de Fontainebleau. Effectivement, ces trois mariages en un. Il y a à la fois un mariage civil qui a lieu dans la salle de bal. Vous voyez là Hélène de Mecklembourg
tambour dans sa jolie robe de mariée devant la cour assemblée, une bénédiction catholique dans la chapelle de la Trinité, ici, et derrière une bénédiction protestante, puisque la princesse est protestante, dans la salle des colonnes. Ce grand cerf-bijou, il est une première évocation de ce goût pour la Renaissance, pour les formes du XVIe siècle, qui est très puissant à l'époque de Louis-Philippe. Vous voyez l'alternance entre ces figures de cariatides en biscuit et les plaques narratives en porcelaine dure, évoque la scansion entre sculpture et peinture dans des décors comme celui de la galerie François Ier. Et puis c'est un cerf-bijou, c'est un objet assez coquet, comme vous pouvez le voir avec toutes ces petites cariatides qui ont chacune au poignet, au cou ou dans les cheveux un bijou différent, ce qui montre qu'il a fallu à chaque fois un moule différent pour réaliser cet ornement, preuve donc de la méticulosité du travail pour la réalisation d'un tel objet. Le chiffre du nouveau couple royal est présent partout, hein. Ici le Ferdinand Philippe et puis ici Hélène, et ce coffre sera placé à l'extrémité de la galerie François Ier lorsqu'il sera livré en 1841 pour montrer cette dynastie des Valois qui règne et qui avec un regard bienveillant sur la nouvelle dynastie, celle des Orléans. Alors, cette vitrine présente un ensemble de bijoux de sentiment. C'est une catégorie d'objets qui existe depuis le XVIIIe siècle, mais Marie-Amélie, la reine Marie-Amélie en raffole. Et il faut vous dire qu'elle commande chez Mellerio entre 1830 et 1848 pas moins de 45 bijoux à portrait. Donc là, ici, vous avez deux bracelets de ces belles filles, la duchesse de Nemours et la duchesse d'Aumale, deux bracelets avec les portraits de Marie-Amélie et de Louis-Philippe, et surtout ces deux petites broches extrêmement émouvantes. Celle qui est au premier plan en forme de marguerite, très simple dans sa façon, et bien dans sa corolle réunit les cheveux tressés de Louis-Philippe et Marie-Amélie, et dans chacun des pétales on trouve une mèche de cheveux de chacun des 8 enfants, et au revers est gravé les initiales, donc Joinville, Aumale, Nemours, Montpensier, Orléans pour les garçons, et Clémentine, Marie et Louise pour les filles. Et puis cette broche extrêmement sophistiquée en or avec le portrait de Louis-Philippe entouré de brillants et la couronne en émail représente donc sur une face et dans un ornement très Rousseau Revival, hein, très Renaissance dans son imaginaire, le portrait du roi, et au revers le portrait de Ferdinand Philippe, duc d'Orléans, cerclé d'émail noir. Sans doute ce bijou a-t-il été réalisé après 1842, et le 13 juillet 1842, Ferdinand Philippe a été victime d'un tragique accident de voiture qui lui coûte la vie et qui va profondément plonger dans un désarroi profond la famille royale, et c'est sans doute après ce triste événement que cet objet a été commandé. Louis-Philippe est particulièrement proche de sa sœur cadette, Madame Adélaïde, qu'il ne quitte plus à partir du moment où ils reviennent d'exil. Et lorsqu'ils viennent à Fontainebleau, Madame Adélaïde loge d'abord dans les petits appartements, donc en dessous de la galerie François Ier. Madame Adélaïde a un petit peu d'embonpoint, elle est asthmatique, elle a une santé assez fragile. Donc comme elle retrouve chaque soir Louis-Philippe pour parler politique et stratégie de diplomatie dans son cabinet, pour éviter qu'elle ne se fatigue trop à grimper les escaliers du château de Fontainebleau, eh bien Louis-Philippe lui fait installer cette machine à monter Madame Adélaïde, hein, cette chaise volante. On en connaît un modèle, on va dire, précurseur à Versailles pour Madame de Pompadour, qui est animée et qui est conçue d'une plateforme qu'on peut monter à l'aide de poulies. Un fauteuil est placé sur cette plateforme, fauteuil donc occupé par la dite Madame Adélaïde, lui permettant ainsi d'accéder aux étages sans trop se fatiguer, ce qui montre bien que dans cette demeure ancestrale de Fontainebleau, hein, ce palais de la Renaissance, eh bien Louis-Philippe essaye de s'habituer et de créer les conditions d'une vie moderne. Alors vous l'aurez compris, sous le règne de Louis-Philippe, le château de Fontainebleau est un chantier permanent. Menuisiers, ébénistes s'affairent dans le château, des centaines d'ouvriers s'affairent dans le château pendant toute la durée du règne de Louis-Philippe, mais viennent également des artistes, hein, exactement comme depuis le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. On avait vu passer Rubens, Boucher, Vanloo. Eh bien, au XIXe siècle, rien de moins que Ingres, Viollet-le-Duc et Eugène Delacroix qui viennent au château de Fontainebleau et qui en représentent les décors.
Ces deux dessins, qui appartiennent au château de Fontainebleau, représentent des décors peints par Eugène Delacroix à l'occasion de ses voyages à Fontainebleau, le premier en 1832 et le second au début des années 1840. Sur celui-ci, c'est le salon dit Louis XIII qui est représenté et un petit motif de la galerie François Ier. Et sur ce dernier dessin que le château a pu acquérir l'année dernière, eh bien, c'est un trumeau de l'appartement dit d'Anne d'Autriche, l'appartement qu'on appelle aujourd'hui appartement du pape et qui était justement occupé par Ferdinand Philippe, duc d'Orléans, sous la monarchie de Juillet. Delacroix va s'inspirer de Fontainebleau. Pourquoi? Parce que dans ces années 1840, on lui confie la réalisation de la coupole du Palais du Luxembourg, de l'Assemblée nationale, la bibliothèque également du Sénat. Donc il va réaliser beaucoup de décors à grande échelle et pour cela, où peut-il aller pour s'inspirer? Eh bien à Fontainebleau. La mise en œuvre des plafonds à Fontainebleau est extraordinaire. Si vous regardez le salon du roi de Delacroix à l'Assemblée nationale, c'est une réflexion, une variation autour de la salle de bal et de ces grandes arcades. De même, au Palais du Luxembourg, il y a énormément de petits éléments qui évoquent, les dessins que Delacroix fait à Fontainebleau. Du reste, sur certains dessins de Delacroix, bon, pas ceux-ci, il peut y avoir des annotations, voire dessins de Fontainebleau, voire Van Tulden, ou figures qui peut resservir. Donc en tout cas, on voit que ces dessins sur le motif de Delacroix sont des instruments de travail pour ses propres créations. À Fontainebleau, sous le règne de Louis-Philippe, François Ier reste le maître des lieux. Et ce salon, qui est rebaptisé Salon François Ier sous le règne de Louis-Philippe, expose les objets que nous avons voulu appeler, avec mon collègue Vincent Cochet, le style Rosso Revival. Rosso Revival parce que ce n'est pas un néo-renaissance parisien, c'est un style nouveau qui se nourrit de l'ornement bellifontain. Ce vase, le vase dit Chenavard, vase de la Renaissance, en est l'illustration la plus parfaite. C'est une création de 1830 qui connaît un franc succès, avec une ornementation, comme vous le voyez, légère et discrète, et qui connaît un tel succès qu'il va être réédité dans plusieurs versions, une en bronze doré, une en porcelaine bleu-blanc. Rosso Revival, pourquoi? Eh bien parce que vous voyez ces figures d'hommes michelangelesques qui se contournent sur l'architecture des Anses évoquent finalement ces figures en stuc de Rosso qu'on voit dans la galerie François Ier. Rosso Revival parce que ces grosses guirlandes de fruits, ces fruits mûrs gorgés du soleil de l'Italie que les artistes italiens amènent en France sous le règne de François Ier, ça aussi, ces masques évoquent le style de la Renaissance française du XVIe siècle. Et puis sur la panse, vous voyez Léonard de Vinci peignant la Joconde devant François Ier. Bon, cette scène n'a jamais eu lieu, mais enfin toujours est-il que c'est pour évoquer cette gloire des arts qui est celle de l'époque de François Ier. Et au revers, il y a Diane de Poitiers et Henri II assistant à la sculpture de la Diane par Jean Goujon. Le lien entre la couleur et le blanc, le mélange de tous les arts, sculpture, architecture, peinture, c'est vraiment une ode, un hommage aux grands arts de la Renaissance. Et donc c'est ce qu'on a voulu montrer dans cette pièce, ancienne chambre à coucher de l'épouse de François Ier. Dans cette pièce, nous présentons des objets de confort de la vie de la famille d'Orléans à Fontainebleau, et notamment cette chaise à porteur utilisée là encore par Madame Adélaïde, la sœur cadette du roi, pour être déplacée dans les artères sinueuses du château de Fontainebleau. Donc chaise à porteur qui est un objet quelque peu désuet dans ces années 1830, mais qui est revivifié, remis à la mode pour Madame Adélaïde. Vous apercevez ici au fond le canapé-lit de Louis-Philippe, ce qu'on appelle entre nous le clic-clac de Louis-Philippe. Ikea n'a rien inventé. C'est un lit qu'il pouvait installer dans son bureau pour faire une petite sieste après de longues heures de travail. Et en fait, la partie inférieure se tire pour pouvoir ranger les oreillers, les couvertures. Donc là encore, un objet d'une grande modernité. Tout comme là-bas au fond, le fauteuil mécanique de la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklembourg, qui a épousé l'héritier du trône et qui peut s'incliner selon le souhait de la jeune duchesse, selon son souhait.
Dans ses vieux souvenirs, le prince de Joinville, un des fils cadets de Louis-Philippe, se remémore cette joyeuse compagnie de chasseurs que les princes faisaient lorsqu'ils allaient à Compiègne, à Meudon, mais surtout à Fontainebleau. Et sur ce tableau d'Henri d'Annecy, comte de Montpezat, vous voyez les princes d'Orléans affairés, prêts pour la chasse. On reconnaît le prince de Joinville avec sa belle barbe, le duc de Nemours, le duc de Montpensier et puis le gaillard duc d'Aumale juste devant la croix de rendez-vous de chasse. Au premier plan, la meute de chiens qui sont marqués au fer avec le triangle et le haut de la vénerie des Orléans. Autre divertissement viril à Fontainebleau, ce sont les camps militaires qui permettent vraiment de former les jeunes princes aux manœuvres militaires. Alors, il y en a plusieurs, il y en a un en 1837 et puis il y en a un très grand en 1839 où il y a un très grand nombre d'hommes qui sont rassemblés donc au camp d'Arbonne à côté de Fontainebleau. Et c'est une véritable vie parallèle à celle du château qui s'organise puisque le soir, le théâtre des variétés peut venir jouer de sympathiques vaudevilles comme le dîner de Madelon et où les princes sont donc avec leur mobilier militaire, une sorte de camp du drap d'or des années 1830. Et vous voyez ici un exemple avec ce tabouret qui est avec son étui, donc tout type de mobilier utilisé par les princes lors de leurs exercices militaires au camp. Grand tenant des modes et de ce goût pour les voitures de l'époque romantique, le duc d'Orléans, sur ce tableau d'Alfred de Dreux, grand peintre des Amazones et des cavaliers des années 1830, est représenté conduisant tout seul avec son chapeau de forme, c'est un homme moderne, son buggy. Vous voyez qu'il y a juste son postillon qui est placé derrière lui. Alors son buggy est traîné par un cheval qui s'élance dans un trot qu'on pourrait appeler volant sur les Champs-Élysées, cette avenue à la mode de l'époque romantique sur laquelle vous pouvez voir que se trouvent les chevaux de Marly. Et ce tableau est quelque part un peu prémonitoire de la fin tragique du duc d'Orléans, puisque le 13 juillet 1842, en rentrant du château de Neuilly, en arrivant près de la porte Maillot, son cheval s'emballe, il se propulse lui-même hors de sa voiture et se fracasse le crâne contre la chaussée. Cette mort du duc d'Orléans, elle va causer évidemment une peine infinie à sa famille et quelque part elle va précipiter la fin du régime. La famille va se renfermer sur elle-même. Le duc d'Orléans était l'espoir de la dynastie, l'espoir de la France. C'est vraiment le jeune prince modèle de l'époque romantique. Et après cette mort du duc d'Orléans en 1842, il n'y aura plus de séjour de cour à Fontainebleau, il n'y aura plus cette vie fastueuse et joyeuse de Fontainebleau et sans doute c'est également un événement qui va accélérer le processus qui conduira à la Révolution de 1848.